Salut à tous, alors bon, c'est Frédéric Delavie. Alors là, on a eu la vidéo qui a coupé, donc je suis encore avec Michael Degundil. Michael Degundil, Bonjour, donc on était au point suivant qui c'était- était relié à la santé. Je ne on sais pas parlait où ça a de, coupé on parlait de, exactement, voilà, mais on parlait de on Denis Newman. disait une résistance à toute épreuve aux blessures. Alors on peut parler de Coleman par exemple, qui a tenu très longtemps contre les déchirures et les douleurs vraiment handicapantes, puis il a tout pété d'un coup. Avant, on parlait de Newman. On disait que Newman, Ouais, lui, on n'est pas allé jusqu'au bout. Denis Newman, qui était un gars magnifique, qui était, normalement, il aurait dû faire Olympia parce qu'il avait la belle gueule, le physique sans point faible, la belle qualité musculaire. Il avait tout pour faire, tout le monde le prenait pour les magazines à l'époque, pour faire magazine sur la plage avec les filles. Tout le monde voulait ressembler à Denis Newman, hein. C'était vraiment le bel homme sur qui le muscle, même le- quand il était quasiment excessif, ne paraissait pas excessif, hein. Il était vraiment très harmonieux. Et lui, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? bah, il a eu une leucémie. Une leucémie due à quoi? Bah, tu sais, comment, il y a beaucoup de facteurs génétiques. Après, c'est sûr que d'avoir titillé un peu. Ah, voilà, alors quand Mais on, sinon, tous les mecs, si c'était juste les produits, tout le monde aurait des voilà. leucémies. Alors il faut savoir que quand on prend des produits, on accélère le métabolisme, hein, de construction de cellules, hein. Donc on va accélérer la fabrication de cellules, et puis on prend de l'hormone de croissance qui accélère la fabrication de cellules aussi. Évidemment, si on a peut-être une prédisposition à avoir quelque part des cellules qui dégénèrent un peu, ça va dégénérer beaucoup plus vite, hein. C'est Puis tu ça. manges plus, tu stresses tu stresses ton corps. Il y a probablement une grosse immunodépression quand tu es au régime. C'est pour ça que les mecs sont souvent malades en fin de régime. C'est ce que je dis souvent, c'est pas les produits qui tuent les mecs, qui tuent les mecs, c'est les régimes. Le fait d'être au régime, euh, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et puis la mode aussi, en bodybuilding, c'est d'être sec toute l'année. Tu vois, il y a des mecs qui veulent être secs toute l'année. Quand c'est pas leur nature, si tu es un Africain sans adipocytes sur le corps, il n'y a aucun problème, tu continues à manger normalement, ton organisme n'est pas stressé, il a son apport calorique normal, mais si tu le mets en stress calorique en permanence, bien qu'il ait plein d'hormones injectables et une quantité de protéines constante pour maintenir ta masse musculaire, hein, tu auras quand même un manque de micronutriments qui ne pourront pas entrer dans le bon fonctionnement de l'organisme, et tu vas progressivement te dégrader, hein, dégrader le système nerveux, dégrader le système immunitaire, dégrader le système digestif, parce qu'il n'y a pas que les protéines, hein, dans le corps, il y a aussi des éléments, des micronutriments qu'on ne connaît pas tous, hein, du gras c'est très important pour les membranes des cellules, hein, et donc comme carburant aussi, hein. Donc les gars qui sont au régime sont gros, ils maintiennent ça avec des stéroïdes, mais en fin de compte, comme je dis toujours, ce sont des anorexiques de 120 kilos des fois, hein, avec un corps stressé comme un corps d'anorexique, hein. Donc ils finissent par se dégrader et générer des maladies ou des défaillances musculaires, voire des défaillances des tissus du système cardiovasculaire, hein. C'est ça, hein. Bah, il y en a beaucoup. C'est vrai que les culturaux meurent anormalement du cœur, hein, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est le régime. Comme on avait dit beaucoup, c'est la résistance. C'est-à-dire des gens qui sont très résistants. Parce que le poids, l'entraînement, c'est plein de facteurs qui font que. C'est ça, quoi. Une surpression quand on pousse des poids, plus une dégradation, parce qu'il faut savoir que pousser des poids, ça met en surpression les vaisseaux sanguins. Mais si vous rajoutez pas assez de collagène, c'est très récent l'apport de collagène dans Ah oui et non, mais bon. on va dire, les compléments alimentaires, suppléments de collagène, c'est très récent. Avant, c'était Ah non, Ripollet. parce que dans les années 70, c'est ce qu'ils avaient avec le soja, les mecs. Oui, mais C'est revenu à la mode, j'allais ouais, dire. voilà. Mais on va Pour dire d'autres qu'après, raisons ça a été abandonné pour la whey, et enfin, la caséine, voilà, après c'est les protéines de lait qu'on voilà, supplanté un peu. voilà, whey, caséine, donc protéines de Et, lait, et riz blanc. Il manque quand même un élément fondamental à la construction de l'organisme, ce qui est le collagène. Donc, le collagène, c'est le tissu de soutien, de maintien structurant de l'organisme, hein. Et c'est pas et les les fibres muscles. contractibles du muscle, hein, mais c'est les tissus de maintien du muscle, hein. Donc, si vous enlevez ça, ça pose des problèmes, rupture tendineuse, rupture au sein de la fibre musculaire même, hein, et puis surtout les vaisseaux sanguins qui ont beaucoup de collagène et qui perdent leur élasticité, qui perdent leur résistance et qui finissent avec la surpression donnée par les entraînements avec des poids lourds, hein, par
péter. Alors quand vous pétez une petite fibre, je sais pas moi, dans le foie ou quelque part, ou dans un muscle, une petite fibre, un petit vaisseau plutôt, c'est pas trop grave de faire un petit hématome, mais si vous le pétez autour du cerveau ou bien dans le cœur, vous êtes très mal. Hein. Et il n'y a pas que les produits, hein, on parle de l'entraînement. Mais non. Même sans produit, il y a quand même, il y a quand même des risques à la musculation. C'est pour ça qu'il faudrait, en théorie, passer des examens cardiaques régulièrement. Mais bon. En théorie, hein. Ouais, enfin, en pratique aussi, il faudrait, mais. Pour les bodybuilders, on va dire. Même quand tu t'entraînes, je me souviens au gymnase club, quand ça s'appelait le gymnase club, je crois que c'est le club Med Gym maintenant. Il y avait un cours de step ou je sais pas de cardio, etc. Puis tout le monde avait son tapis, ils avaient fini par faire des pompes. Et puis le prof il dit allez, rangez vos tapis, c'est fini. Et puis il y avait un mec qui était allongé sur son tapis, il le rangeait pas. Et puis il s'est aperçu qu'il était mort. Ah bah oui, pareil, moi j'en ai vu un pareil, mais lui c'était en boxe. Et ça, c'est sûr, hein, à un certain âge, quand tu continues à faire du sport, tu risques t'as pas d'âge pour mourir. Hein. Et plus tu avances en âge, plus tu risques la rupture de vaisseau par dégradation. Hein. Nous sommes programmés pour nous dégrader et laisser la place aux plus jeunes, mieux adaptés, mieux adaptés au monde qui aura changé. En général, c'est ça, c'est l'évolution. Donc on est programmé pour se dégrader et laisser la place à des jeunes qui auront subi des mutations leur permettant de s'adapter à un milieu qui aura changé. Donc la dégradation fait partie du monde, mais bon, avec l'âge, s'entraîner, il faut faire très attention. Hein. Et puis quand on est bodybuilder, c'est encore plus dangereux. C'est ça. Hein. Oui, donc j'en étais à mon point, une résistance aux blessures, parce que alors résistance, elle est toujours relative parce que tous les pros, même si ils te le disent pas ou s'ils le montrent pas, sont blessés. Alors je donnais l'exemple de Nathan Diasher sur son Facebook qui dit avant de faire les cuisses, j'ai pris, je sais plus si c'était du paracétamol ou de l'aspirine, etc. Plus deux ou trois autres trucs un peu plus, deux ou trois antidouleurs un peu plus forts. Donc il donnait pas les noms, mais on sait ce que c'est. Hein, c'est du genre les anti-inflammatoires, genre Voltaren. C'est des liquéfacteurs. L'aspirine, c'est un liquéfacteur sanguin. Hein. Ouais, non, mais c'était pour la douleur, il disait. Et puis en général, les autres, c'est des dérivés de morphine. Dans les années 90-2000, les mecs, ils étaient tous accro au Nuben, qui est un dérivé de morphine. C'est de la folie. Donc on parle souvent du dopage aux anabos, mais il faudrait beaucoup parler un peu plus, se concentrer sur le dopage aux antidouleurs qui est dans tous les sports. Oui, parce qu'il faut dire que les gars s'entraînent tellement pour prendre du muscle qu'ils finissent par abîmer leur corps, et comme ils veulent tout le temps continuer à s'entraîner pour maintenir ce muscle, il est là, mais les tendons sont en mauvais état, les articulations sont complètement inflammées parce qu'elles travaillent trop, elles sont inflammées pour se restructurer, mais elles n'ont pas le temps de se restructurer, donc ils sont pleins de douleurs. Donc pour continuer à maintenir cette masse musculaire par un entraînement important, il faut qu'ils masquent la douleur en prenant des antidouleurs. C'est ça. Oui, les disques lombaires sont complètement niqués. On peut donner l'exemple, ça va finir mal, j'ai plus son nom, Dallas McCarver, qui dit alors dans une vidéo tu le vois où il est chez le médecin et puis le médecin lui dit qu'il a déjà le dos abîmé, et là comme il prépare l'Arnold, il dit je fais du squat et du soulevé de terre toutes les semaines. Le mec qui a déjà le dos flingué et qui en rajoute alors du lourd, hein, il disait lourd, très très lourd, c'est vrai qu'il prend beaucoup de masse musculaire, mais ça va très très mal finir cette affaire. Et tu peux pas tourner comme ça sans tourner aux antidouleurs c'est la folie, quoi. Et de toute manière, il a changé d'entraîneur, Chad Nichols. Chad Nichols, alors je sais pas si c'est un hasard ou il a fait monter les mecs très très vite. Et alors, il y a deux catégories, soit les mecs sont morts, soit les mecs ont chuté. Alors Coleman, c'est le seul Coleman qui a tenu le coup. On voit dans quel état il est maintenant, mais Sombati, il est mort. Il avait fait un Olympia Masters d'un mec qui a un nom compliqué, il est mort. Tom Prince, il doit faire 50 kilos maintenant, parce qu'il s'est flingué aussi. Il y a plein d'exemples. Un autre qui est mort, pareil, qui est à quoi très très vite. Hein? Ils sont flingués à quoi, à ton avis?
ah bah, ils se sont flingués à tout. L'organisme peut pas tenir. Il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Ils sont montés très très vite. Ils ont gagné beaucoup de muscles en mangeant beaucoup. Il y avait Kamali qui avait fait ça et il était bien. Puis tout d'un coup, il était pourri parce qu'il n'arrivait plus à tenir les régimes. Et je cherche celui qui est mort aussi. Pareil, il avait gagné les championnats des États-Unis, puis il avait explosé. Il avait pris quasiment 20 kilos. On s'attendait à ce que ce soit le nouveau Dorian Yates. Il a gagné son premier concours. Il meurt de problèmes cardiaques en général. Hein. Ouais, et puis après, comme Matarazzo, il a chuté, puis il est mort peu de temps après. Matarazzo est mort aussi, mais un peu plus tard, lui, de problèmes cardiaques. Ouais, enfin, il a eu une carrière un peu plus longue que... On voit que les gars, il faut bien savoir que les bodybuilders sont massifs, mais moi je dis tout le temps, hein, ce sont des obèses, c'est comme des obèses, c'est-à-dire que ce sont des obèses mais en muscle, pas en gras. Donc, leur muscle, il est fait pour pousser des charges, mais il est trop gros pour leur cœur. Donc au bout d'un moment, leur système cardiovasculaire s'épuise à irriguer tout ce muscle, et il finit par, la pompe finit par lâcher, hein. C'est ça. Hein. Et comme en plus ils sont en régime drastique souvent, régime sévère, à l'époque avec manque de collagène, manque de beaucoup de micronutriments, ils ont des vaisseaux qui sont moins bonne qualité, et puis ils finissent par lâcher. Hein. C'est la tuyauterie qui lâche. C'est ça. Hein. Ouais. Et puis tout meurt. C'est ça le problème du bodybuilding. Hein. On croit que ils ont l'air magnifiques, et ils meurent en ayant l'air en bonne santé en plus, tu vois. Le beau mec musclé, mais bon, à l'intérieur, la tuyauterie est pourrie. C'est ça. Hein. Ouais, enfin pas tous en bonne santé, mais il y en a qui finissent mal ou qui arrêtent leur carrière de façon prématurée aussi. Voilà. Alors, on n'est pas fait pour peser 120 kilos, hein, même de muscles, hein, quand on n'est pas fait pour ça. Surtout si on est un gars de gabarit normal. Dire, bon, 120 kilos sec, ça fait quand même... c'est un obèse, hein, 120 kilos. Ouais, non, mais maintenant, les mecs, ils sont plus à 100. Dallas, il est presque sec à plus de 300 pounds. Ça commence... C'est la folie. Bon, après, tu as des grands gars, tu as des mecs génétiquement balèzes avec des gros cœurs, hein, type allemand du Nord, ou bien du Germain, qui est du gros européen, qui peut tenir le coup. Par exemple, les strongman, je me suis quand même aperçu que les strongman, alors tu te dis non, mais les strongman ont moins de problèmes en général, parce que déjà, c'est des mecs énormes, les strongman, les powerlifters, c'est des gros mecs en général, un peu gras. Hein. Donc, ils sont pas au régime. Donc c'est pour ça qu'on voit moins de casse chez les powerlifters et chez les... Non, Poundstone, il était en plein... je sais pas ce qu'il devient, faut regarder. je veux dire, on voit moins de casse cardiaque. Hein. On voit des muscles qui pètent. Non, mais il était en pleine... en pleine ascension, et puis là, on n'en entend plus parler. Hein, ça, c'est la blessure, Poundstone. Hein. Mais Pusanowski, c'est vrai qu'il a tenu longtemps. Pusanowski a tenu longtemps. Regarde, t'as passé une vidéo récemment de Kazmeyer qui a l'air encore en forme. Hein. Ouais, pour son âge. Et ouais, il a quel âge? Pour son âge. Il a quel âge? Je sais pas, mais il est pas jeune. Parce que vu qu'il faisait des compètes dans les années 70, je crois... Mon pote Guri Lovaz, là, il est champion du monde de powerlifting. Il a été champion du monde de powerlifting. Il a 70 ans maintenant. Hein. Jusqu'à 68, 67, il était encore en forme et il passait des barres à plus de 200. Hein. Au squat, au soulevé de terre, il n'était pas loin des 300. Hein. Jusqu'à 64, 65, hein, il était à 280, 170. Et il a mis fin à sa carrière parce qu'il est tombé sur la glace en Hongrie, en sortant de son usine de machines de sport. Hein. Il est tombé, il s'est cogné le coude et il s'est arraché le triceps. Tu vois? Mais il ne s'est même pas arraché le triceps avec le tendon, on va le remettre. Il s'est arraché les fibres en tombant sous le tendon. T'imagines, c'est pas remettable. Donc lui, mais il était encore en forme, poussait encore pendant longtemps. Hein. Tu vois, donc je vois les powerlifters autour de moi, je vois moins de casse. Ouais, peut-être qu'il y en a moins aussi. Et il y en a moins aussi, mais je vois. Puis les mecs sont pas au régime, donc déjà tu dégrades moins tes vaisseaux. Alors, tu mets beaucoup de pression. De toute façon, en général, les mecs qui sont pas bons, ils doivent partir avant, hein, jeunes plutôt. On n'en voit pas trop, hein, de toute façon. J'ai pas vu de blessures sévères. J'ai vu des ruptures de vaisseaux dans les yeux, donc des ruptures de rétine, hein, cécité partielle, c'est gênant. À cause de la haute pression qu'on met, mais dans l'ensemble, j'ai jamais vu beaucoup d'accidents, on va dire cardiovasculaires graves comme en power. Si, j'en ai vu un, champion du monde, un Ukrainien, qui après sa compète a eu un infarctus, une rupture d'un vaisseau, tu vois. Mais bon, ça a été, il y a eu une dérivation, ça a été soigné, tu vois, il s'en est sorti.
Mais bon, le mec était passé à 390 au squat à 55 ans, tu comprends? Mais moi, je me souviens d'un mec, j'ai plus son nom, mais je l'avais vu dans Muscle Fitness, ils en parlaient. Dans les années 90, un mec qui devait être le plus grand powerlifter de tous les temps, il est mort. Il est mort de quoi? Du cœur. C'était un noir, mais je pourrais pas te donner son nom parce que je connaissais pas assez pour. Mais c'est quand même beaucoup plus rare que les autres. Tu vois, par exemple, comme il s'appelle Alexeyev, j'étais étonné qu'il soit encore en vie, tu vois. C'est un obèse, c'est un gros, un altéro monstrueux, encore en Ouais. vie, tu vois. Peut-être qu'ils jouent moins avec leur génétique, parce que comme tu dis, c'était des mecs qui étaient quand même forts à la C'est base. ça, c'est des mecs forts là-bas, c'est des grands Allemands du Nord, c'est des grands Lituaniens, c'est des grands mecs. Donc leur surpoids n'est pas un réel surpoids, tu vois. Ils ont des Alors gros que, cœurs, ils ont déjà des gros cœurs faits pour pomper sur un gros corps, tu vois. en général, le mec qui fait bodybuilding, s'il veut du muscle, c'est qu'il en avait pas à la base. Parce qu'un Voilà, mec qui est naturellement super balèze, il est moins enclin à faire de la musculation qu'un mec qui est tout rachot ou qui, donc c'est plus à l'opposé de ta génétique en faisant le bodybuilding, je c'est pense. ça, tu vois, je pense que c'est ça aussi. Donc c'est intéressant. Donc on voit quand même qu'il faut Ah, avoir une résistance importante ben, aux produits, hein. Alors déjà au régime, et puis aux produits, hein. Aussi une résistance aux produits qu'ils vont prendre, hein. Hormones de croissance. ça, c'est ce que j'appelle la santé, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a parce qu'on voit Ouais, des... à l'autre trait, c'est d'avoir des muscles qui sont très très longs. Alors, l'exemple qu'on peut donner, c'est le mec qui a des mollets très très courts, tout en haut de l'arrière du genou. C'est sûr que tu développeras jamais des mollets phénoménaux. Voilà, et ça peut te briser une carrière de bodybuilding, en général. Alors que le mec qui a des mollets très très longs, on peut le voir sur tous les mecs qui ont des méga mollets, ils ont des mollets très très longs. Tu regardes les cuisses à Tom Platz, elles descendent presque en bas du genou, les quadriceps. Arnold, les biceps, il a des biceps très très longs. Donc plus ton muscle il est long, plus il va se développer facilement. Ça veut pas dire qu'il va se développer, mais il se développera plus facilement qu'un muscle qui est tout court et tout en tendon. Je sais que d'un autre côté, moi je pense que j'ai été sauvé par mes mollets de coq, mes mollets courts. Comme tu me disais, tu sais, moi j'ai pas fait de bodybuilding, j'ai fait du powerlifting parce que j'étais fort, mais moi je voulais être balèze et musclé, je rêvais de faire du bodybuilding. Je me souviens, j'ai grandi avec ces odeurs de protéines à la fraise de chez Védère, tu sais, je rêvais d'être comme sur les magazines. Et je m'en rapprochais pas mal, j'étais naturellement beau mec, je veux dire, sauf que j'avais pas les mollets. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais un beau mec de 20 ans, on va dire 19-20 ans, j'avais de très belles lignes, très massif, une belle ligne taille fine, des abdos très énormes, mais pas de mollets. Et je pense que ce qui m'a empêché de commencer une carrière de bodybuilding et de commencer la folie avec les produits, hein, donc de rentrer dans le cercle infernal de la prise de masse par dopage, c'est le fait de savoir que je n'aurai jamais de mollets, que je ne pourrai jamais gagner de concours à cause de ces mollets. Tu vois? Donc j'ai pris conscience très jeune qu'un point faible pouvait te casser une carrière de bodybuilding. Quand on est jeune, on veut tout, tu vois. On ne veut pas être deuxième, troisième, on veut être premier. Donc bon, j'avais plus de chances d'être premier en powerlifting que d'être premier en bodybuilding à cause de ces mollets, bien que j'avais une super belle ligne, tu vois. Donc ça m'a sauvé quelque part, je veux dire, je me remercie Dieu de m'avoir mis des mollets de coq, tu vois, ça m'a Et, évité de me charger comme un malade. et paradoxalement, celui qui va courir nettement plus vite, euh, on peut juste pour l'anecdote, hein, le meilleur sprinter, en général, les sprinters ont des muscles assez courts et qui sont tout en tendons Ah parce oui, que oui, c'est léger. ça n'a rien à voir, hein, comme je le dis dans mes vidéos, hein, c'est moi qui l'ai découvert, hein, qui l'ai expliqué, si tu veux, c'est que le mollet, le gros mollet d'Européen, est complètement non fonctionnel pour la course. C'est pas un mollet qui est tapé pour la course. C'est un Tu mollet peux qui consomme courir, mais trop. pas très vite et pas très longtemps, tu vas tout de suite congestionner, puis Il n'est pas fait du tout pour ça, hein. Dire c'est le mollet d'Africain, c'est un mollet tout en économie, donc en tendon, qui est fait pour restituer l'énergie de la chute. Donc c'est le tendon qui récupère une grande partie de l'énergie cinétique de la chute et qui te repropulse l'individu. Donc ça fait des mecs qui, ne consomment pas beaucoup quand ils courent, et en plus rajoutent l'énergie de la chute, donc cette énergie dans du ressort, si tu veux, tendineux, ce qui leur permet d'être beaucoup plus réactifs et de repartir beaucoup plus vite du tout sol. en ayant des membres légers, parce que Et en le plus, des problème membres légers. du gros mollet, Et le gros il mélo, faut le soulever. c'est du lest de cheville. C'est comme si le mec, l'Européen, fait une course avec un lest de cheville.
Donc il aura d'énormes problèmes. C'est pour ça que les Africains gagnent, surtout les types de courses, à cause de leur morphologie adaptée à la chaleur. Parce qu'il faut savoir que le gros mollet n'est pas un mollet fait pour monter les côtes en montagne, hein. C'est un mollet d'adaptation au froid. Il faut savoir que les premiers Européens sont arrivés en Europe il y a plus d'1 million d'années. On a été métissés après avec ces premiers Européens qui étaient des précurseurs néandertaliens. Donc nous, on est revenus d'Afrique, on va dire. On n'est pas d'Afrique réellement, mais vers 40 000 ans, 40 000, 50 000, on a commencé à se métisser, on a récupéré les gènes de ces adaptations au froid qui font qu'on a récupéré de gros mollets, des jambes plus courtes, gros mollets, avec moins de fessiers développés, plus de muscles dans le bas de la cuisse, le beau muscle de bodybuilder, hein, dans le bas de la cuisse, le mollet long et bas, qui ne sont pas des mollets qui sont faits pour être performants dans la locomotion, qui sont en fin de compte des mollets, des membres inférieurs, faits pour se déplacer en produisant de la chaleur et en empêchant le corps justement de tomber les muscles et les membres inférieurs de tomber dans une température trop basse qui ferait qu'ils casseraient, tu vois, ou qui ferait qu'il y aurait des engelures sur les extrémités des pieds. Donc tout ça, c'est des adaptations au froid, mais qui ont plusieurs centaines de milliers d'années, qui nous ont été passées, mais qui font qu'on est encore adapté avec ces gros mollets pour passer l'hiver, parce que là, par exemple, en Hongrie, il fait -5, -6 dehors. C'est-à-dire, si je me balade en short, je vais finir avec des gros problèmes, des engelures, et puis si je commence un sprint, je vais me péter le mollet. Hein. Donc un gros mollet est fait pour produire de la chaleur et mettre le muscle à bonne température pour pouvoir se déplacer en climat froid. C'est ça. Hein. Alors, il ne faut pas croire non plus que tous les noirs ont les mollets hauts et tous les blancs ont les mollets bas. Hein. Bien sûr, puisqu'on il y a deux tours. C'est des grandes tendances, mais elles ne sont pas vérifiées à 100%. Mais non, ce sont des tendances. Hein. Mais c'est sûr que plus on va au nord, plus on s'aperçoit que le mollet grossit. Les Russes ont des gros mollets en général. Les Méditerranéens. Comment ? Les Asiatiques ont des gros mollets. Mais les Asiatiques sont des gens du Nord, hein. Surtout les Asiatiques du Nord. Le Chinois du Nord a des gros mollets. Hein. Tu regardes un Chinois du nord de la Chine, ou bien même le désert de Gobi avec les masses, l'empire les Mongols, voilà. Les Mongols, c'est des mecs très courts avec des gros mollets adaptés au froid, tu vois. Courts, membres courts, gros mollets, jambes courtes, cul plat. Hein. On se déplace en produisant de l'énergie, donc avec les muscles du bas de la cuisse, alors que l'Africain va monter son bloc moteur au niveau du cul, tu vois, et du membre supérieur, ce qui fait qu'ils sont assez élancé, belle ligne, taille fine, pas de graisse dans le ventre, tu vois, mais problème dans les extrémités, tu vois. Enfin, certains la plupart, mais pas tous. Il y en a qui ont des très très bons mollets. Voilà, alors même au Cameroun, ça dépend des zones. J'allais dire en Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, il y en a qui ont des bons mollets. Alors en Martinique, Guadeloupe, il y a beaucoup de métissage aussi, hein. C'est ça qu'il faut voir. Il y a de l'européen, il y a du français, du hollandais. On trouve de tout hein, en Guadeloupe. Donc, quand les gars disent qu'ils sont noirs, ils sont afrodescendants, mais ils sont souvent afrodescendants et européens descendants. Mais simplement, comme le noir se voit plus sur eux, on dit que c'est des noirs, mais ils sont souvent aussi blancs que noirs. Tu te souviens de Max, le powerlifter ? Ouais. Max se disait noir. Max était blanc, blanc et noir. Et quand je lui disais, il dit nous les noirs, il dit mais nous les noirs, tu peux dire nous les blancs, t'es aussi blanc que t'es noir. Il n'appréciait pas. Et c'est ce qu'il était, hein. Il était aussi blanc qu'il était métis, quoi. Donc après, c'est la loterie. Tu vois, il avait un physique d'Européen avec une quantité de gras relativement faible. Tu te souviens ? Ouais. Enfin, je ne l'ai pas connu plus que ça, mais je vois qui c'est. Voilà, et avec des muscles qui descendaient relativement bas, longs, tu vois, sur certains endroits, c'était assez impressionnant. Ce qui est bizarre chez les Noirs qui ont des mollets courts, souvent, alors on peut voir Usain Bolt, il a par contre des muscles des bras qui sont hyper longs. Et il a par contre des mollets qui sont assez courts. Ouais. Alors c'est pas celui qui a les mollets les plus courts, mais ce que je veux dire, c'est que le contraste est presque choquant de voir tous les membres inférieurs assez courts et les membres supérieurs très très longs. Ah ouais. C'est deux extrêmes qui en un seul corps, ce qui est... Oui, parce que ça n'a pas du tout la même fonction. Il y en a un qui va être utilisé en permanence, qui est fait pour limiter... Le contraste est vraiment... Ah oui, parce que le bloc, j'allais dire. Le bloc moteur est monté vers le haut. Les bras, un muscle long ne pose pas de problème. Il n'est pas utilisé en permanence, hein, si tu veux.
ça n'a pas de grande incidence sur le. euh, Ouais, non, mais c'est bizarre de voir un tel contraste sur un même être humain, quoi. Alors que chez les Européens, on peut voir souvent, par exemple. Alors par contre, Usain Bolt n'a pas forcément des gros avant-bras. Tu vois, ça va se jouer Je sur sais pas, mais s'il est enfin, s'il est musclé, je pense qu'il aurait des. les moins. En général, ils sont assez longilignes. On voit des gros avant-bras souvent chez l'Européen. C'est le Portugais avec ses bras courts, massifs. Et ça, pareil, c'est des adaptations au froid pour pouvoir mieux thermoréguler et éviter de geler au niveau des extrémités et de maintenir une bonne, de geler, d'avoir des coups de froid et de maintenir euh, une bonne température au niveau des doigts pour continuer à avoir une bonne dextérité, maintenir des outils, des armes. C'était ça avant. Donc les gros avant-bras, c'était un avantage pour les Européens. C'est pour ça que les Européens ont souvent des bons avant-bras, hein, même en bodybuilding. Hein. Et ça, je me souviens d'une chercheuse, je pense que c'était au CNRS, non, je ne sais plus, non, une chercheuse, une paléontologue qui étudiait les restes de Néandertal. Il disait oui, ils ont des avant-bras, ils avaient des gros avant-bras musclés parce qu'ils chassaient beaucoup. Et j'avais envie de dire mais non, ma fille, ils n'avaient pas des gros avant-bras musclés parce qu'ils chassaient beaucoup. Hein, ils avaient des gros avant-bras, c'est-à-dire que ça se voyait au niveau. Alors là, on le voit ici hein, sur mon truc, c'est-à-dire que l'espace entre l'humérus et le radius était très large, montrant qu'il y avait une aponévrose d'insertion très importante, montrant qu'il y avait des gros muscles de l'avant-bras. Mais c'était surtout pour maintenir une grosse masse musculaire produisant de la chaleur, pour éviter de geler et d'avoir une baisse de température d'extrémité, faisant qu'ils pouvaient geler plus facilement et aussi perdre de la dextérité dans le maniement des armes l'hiver, tu vois. Donc ça n'avait rien à voir avec la force. Donc c'est pour ça que nous, les Européens, pas moi j'ai des bons avant-bras, mais ils sont courts les miens. Tu vois. Mais j'ai un pote, là, il a 46 d'avant-bras. Et les avant-bras, c'était des adaptations froid, essentiellement. Pas au maniement d'objets, pas au gain de force plutôt, tu comprends? Mais plutôt à la production de chaleur et au maintien de la bonne dextérité. Tu vois? Donc, et le dernier trait, alors là, qui est pas génétique, mais qui est, j'allais dire, environnemental, c'est d'avoir eu une enfance de merde. Alors, on peut retrouver chez Arnold, chez Ferrigno, euh, parce que d'avoir eu une enfance de merde, c'est un peu comme les boxeurs. Hein, il y a rarement des milliardaires qui font boxeurs de haut niveau. C'est le besoin de se dépasser, le besoin de prouver qu'on est un homme. Le besoin de. C'est dans le combat qu'on se réalise. C'est vrai que si tu donnes tout à quelqu'un, il finira par plus rien faire. Il va même devenir dépressif, hein, puisque l'homme est fait pour le combat depuis la nuit des temps. Hein. C'est le combat qui fait l'homme, c'est le désir du mieux, toujours. Le désir de plus. Si tu lui donnes tout, hein, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, c'est ça. Hein. Si tu lui donnes aucune envie, il n'aura même pas envie de prendre du muscle. C'est ça. Hein. Oui, c'est pas tellement pour prendre du muscle. C'est une chose de prendre du muscle, de tenir ses entraînements, etc. Mais comme me disait un champion de France, c'est au régime qui gagnait lui, parce que c'est là que c'est là que le mental fait la très très grosse différence. Un mec comme Flex Wheeler qui a jamais réussi à tenir ses régimes, il avait le plus grand mal à aller au concours. Pour ça qu'il a inventé cette histoire de ninja une année, c'est que il avait complètement craqué sur le. Et pourtant, malgré les amphétamines, la coke, tous les coups de faim que les mecs peuvent prendre, même malgré ça, c'est difficile de. Donc c'est ce que ce champion de France il m'expliquait, parce que c'était au World Gym. Alors je donnerai pas son nom parce qu'il est toujours un peu en activité. Mais l'autre, il était mort. Il y avait un noir qui était énorme. Il devait avoir 55 de tour de bras. Et il avait commencé la muscu. Il faisait 100 kilos le mec. Et le champion de France auquel je pense, je crois qu'il avait dû commencer 50 kilos. Donc il avait doublé son poids de corps, alors que l'autre n'avait pris que 20 kilos. Donc on peut se demander, des deux, celui qui a pris 50 kilos ou celui qui a pris 20 kilos de muscle, quel est le plus doué génétiquement? Paradoxalement, c'était le mec qui n'avait pris que 20 kilos. Mais il me disait, moi, un mec comme ça, au régime, je sais qu'il va s'effondrer, et c'est pour ça que je passe devant lui les doigts dans le nez, quoi. La capacité de tenir un régime. Parce qu'il y a beaucoup de noirs, ils sont pas gras, mais dès qu'ils se mettent au régime, ça se passe très très mal. Même un petit régime, ils ont du mal à. C'est pour ça que Coleman était exceptionnel, c'est que lui, il arrivait à tenir ses régimes. Alors comment t'expliques ça? Je pense que c'est Coleman, son enfance. Alors, je donnerai pas les détails parce que je les connais, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui savent. Et puis je sais pas s'il a envie que ça se sache. Mais si t'as eu une enfance de merde, disons, pour
parler à demi-mot, c'est un rescapé. Hmm. Et tout, chacun mettra ce que... Bah, ça lui a donné la volonté bah, Ah de ouais, et puis bon, performer. il y a toujours une part de génétique, mais ouais, il y a la volonté aussi de tenir le régime. Et c'est la partie la plus difficile pour bodybuilding de compétition. Après, l'obstacle, ce sera pour les mecs de tenir. Il y a des mecs qui tiennent même pas à l'entraînement, donc on parle même pas de tenir un régime. Parce que si tu te dis, oh là là, aujourd'hui, est-ce que je vais m'entraîner, je vais pas m'entraîner, oh là là, oh là là. Bon allez, je fais une photo pour mon Facebook et puis je me barre. Ça fait rigoler, moi, mais... C'est vraiment quelque chose de difficile, hein. C'est pas du tout ce qu'on pense, hein. C'est le régime, en fin de compte, c'est quelque chose de terrifiant dans le bodybuilding. Bah, surtout, enfin, le régime, il y a régime et régime. Il y a régime pour être sec concours, c'est pas facile. Ah non, mais moi je me souviens d'avoir vu un concours de naturel, de mecs naturels. Et j'aime bien la raconter tout le temps cette histoire, et c'est là où tu te poses des questions sur le bodybuilding. C'est quand même extrêmement traumatisant, pas par les performances qu'ils doivent réaliser lors de leur concours, par le fait qu'ils sont dans un régime terrifiant. Et je me souviens d'avoir vu ce championnat naturel. Il était présenté par, je me souviens plus si c'était mon pot à l'époque, peut-être pas. Et c'était au Mondial du Body Fitness à Paris. Et on voit il y avait tous les gars qui étaient là, et puis moi je regarde, et puis alors ils ont des très beaux corps, alors avec le tan, tu sais, c'est cette couleur qui se met pour faire apparaître plus les muscles, au régime, au régime hyper, au régime avec très peu de calories en fin de compte, hein. Et naturel, je pense que les mecs étaient naturels, c'était encore à l'époque où les naturels étaient encore naturels. Et là, ils leur demandent de faire une pose double biceps. Et là, tu avais un petit black sur le côté qui était là. Et alors, ils font tous leur pose double biceps comme ça, tu sais. Et puis d'un seul coup, tu as le petit black qui fait ça, qui pose, et puis il se met à trembler, et boum, il est tombé sur le côté. Je dis, mais c'est pas possible. C'est un sport qui est censé montrer des mecs avec un beau corps. Ils ont des têtes de sidéens en phase terminale, tu vois, quasiment. Des corps musclés, et à la moindre contraction musculaire, les mecs, ils tombent. Tellement leur régime est terrifiant, tu vois. Et je me souviens, j'ai un copain qui je dis pas le nom, mais un copain qui avait un pote qui fait un concours, et c'est un pote qui m'a raconté. Il arrive, et il était tellement en régime que c'était pas chauffé la salle, et il était en train de crever de froid quasiment dans un coin, à trembler comme ça. Tu vois, il n'arrivait plus à bouger. Il était tellement frigorifié avant de rentrer sur scène à cause de ce régime qui lui avait fait perdre tout son gras. Il était dénutri, épuisé, il était sec, qu'il a fini dans un coin tremblant, tu vois, et sans pouvoir quasiment faire son concours. T'imagines? Et demandant, tu vois, et sans personne qui lui apportait un peu de sucre pour le remettre en forme, tu vois. L'horreur. Dans la dure loi des concours. Donc c'est quand même, c'est un truc de dingue. Et puis on voit... Moi, je conseille pas de faire. Après, j'aime bien le bodybuilding, mais l'aspect compétition, j'ai trouvé toujours ça bête. Parce que c'est pas parce que t'es le meilleur que tu gagnes, en plus. Et le problème, c'est qu'il y a souvent un mec qui est meilleur que toi. Ben, c'est ça. C'est ça le drame de la vie, c'est qu'il y a souvent des mecs qui sont meilleurs que toi. Alors, on disait aussi la réceptivité aux produits. Ouais, non, mais enfin, ça fait partie de la santé. On disait qu'il y avait des gars qui se chargeaient beaucoup moins que d'autres. Quand on dit Coleman, Ouais. Alors, c'est à relativiser après. C'est un peu comme après, c'est vrai qu'il y en a qui prennent moins de trucs que d'autres, mais il y a aussi des facteurs qui font que le dosage est à relativiser, un peu comme la caféine. Moi, je sais que j'ai pas à en prendre beaucoup pour avoir un bon effet, et il y en a, ils en prennent beaucoup. Mais est-ce que, au final, qui c'est qu'en a pris le plus? Parce que l'aspect qu'on voit pas, c'est à quelle vitesse le corps arrive à détruire le produit. Alors quelqu'un qui prend, par exemple, l'alcool, hein, c'est typique. Il y a des mecs qui arrivent à boire, sans être vraiment sous, parce que leur corps arrive à se débarrasser de l'alcool. Ça c'est souvent l'Européen du Nord, le Russe arrive à boire des quantités industrielles. Alors, en Amérique du Sud, tu peux y aller aussi. Hein. Ils boivent, mais ils sont en général assez agressifs, les yeux injectés de sang, et puis ça part vite en couille. Hein. Mais ils arrivent à tenir des quantités phénoménales d'alcool, alors qu'il y en a d'autres, ils vont prendre un peu d'alcool et bim, tout de suite, ils sont... Alors, lesquels Américains du Sud? Les Mexicains, toute l'Amérique les Indiens ou les Hispaniques. Hispaniques? Bien teaser, hein, les gars. Les Hispaniques ou les Hispaniques sont
quand même des gènes européens. Ouais, non, mais ils arrivent à bien teaser. Non, mais il y en a qui ils vont boire un tout petit peu et bim, ils ont tout de suite sous parce qu'ils n'arrivent pas à éliminer le produit. Alors les anabos, il y a aussi de ça. Mais tu vois, par Il exemple, y en a, je pense que le produit il dure longtemps à quantité égale et d'autres qui doivent le métaboliser assez vite et donc après ce qu'est une grosse dose et une petite dose est quand même à relativiser. ah ouais, ça Donc dépend des après, il y en gens. a qui font n'importe Il y a quoi. des gens qui vont le détruire rapidement, d'autres qui vont Ah. Bon, après, oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus réceptifs. En général, les noirs sont assez plus réceptifs. aux stéroïdes. Hein. Bah oui. On les voit, hein, avec peu de doses, ils grossissent très vite. Hein. Et moins d'effets secondaires du genre, c'est rare de voir. Alors, on va me dire, ça existe, mais c'est rare de voir un noir qui devient méga poilu à cause des anabos, par exemple. Ah, t'expliques ça comment? Bah, c'est pareil, les récepteurs sont placés au bon endroit, je pense. C'est ça, c'est impressionnant, tu vois. Et ils n'ont pas besoin forcément d'en prendre beaucoup pour être énormes, tu vois. Bah oui. Et ils ont moins d'effets secondaires, il est probable qu'ils aient moins d'effets secondaires. Bien que le mec dont je parlais, qui était énorme, il est mort du cœur. Bon, il avait un problème au cœur, puis il l'a pas soigné, mais le mec est mort très très jeune, le mec dont je parlais au World Gym. Ouais. Il était énorme, lui. Et il avait même pas à forcer, hein, il s'entraînait, mais il forçait pas, par contre. Parce que c'était trop. Il n'avait pas besoin de forcer excessivement pour devenir, Pour devenir gros. Et c'est le mieux, hein, de toute façon. Les mecs, ils disent, ouais, Flex Weller, il s'entraînait pas bien, il forçait pas. Bah, c'est le mieux, hein. Si t'arrives à grossir bien, sans trop forcer comme un malade, c'est l'idéal. Hein. Ben ouais, c'est un avantage. Il y a des mecs qui prennent, je les vois, ils s'entraînent, ils prennent des petits poids, ils grossissent. Bah oui, faut pas chercher plus loin, là. Je peux te dire que ça sert à rien de forcer. Ben, Le c'est mec ça. dont je parlais, une fois il s'était entraîné avec moi, d'ailleurs il s'est entraîné qu'une fois avec moi, il m'avait dit, putain j'ai vu des courbatures, mais ça se trouve pour lui c'était absolument pas, c'était sûrement plus que contre-productif. Il s'entraînait tranquillos et ça donnait d'excellents résultats, donc ça sert à rien d'aller plus loin. Au contraire, hein, le mec qui doit forcer machin et tout pour grossir, c'est pas bon. Moi, je m'étais entraîné avec Stridom à l'époque quand il était énorme, tu vois, il y avait Stridom, et j'étais étonné de le voir s'entraîner léger, tu vois. Et il gonflait, mais tu le voyais, il prenait, il grossissait avec des muscles, avec très belles lignes, hein, tendues et tout. Et là, il faisait les ischios, il mettait. Ah merde.